Bonjour, ici Dr Sophie Côté, psychologue. Aujourd'hui, on va parler des traumatismes de l'attachement. Tout comme mes collègues Bruce Ecker et Robin Tissick, je n'essaie pas de favoriser systématiquement la création d'un lien d'attachement entre le client et moi. Je suis bien consciente que pour certains patients et pour certains apprentissages émotionnels ou schémas, l'expérience que le patient a avec moi peut servir d'expérience contradictoire. Par contre, ça dépend entièrement de la construction spécifique de ces schémas. Ce n'est pas une règle universelle pour toutes les mémoires émotionnelles, donc pour tous les suivis. En général, mon approche du travail avec mes patients ne repose pas sur la présomption que je dois former un lien d'attachement avec le patient et que son expérience de cela et cette sécurité affective est ce qui va être systématiquement thérapeutique. Je ne présume jamais une telle chose. Par contre, lorsque le travail de découverte rend explicite un schéma qui pourrait très bien être infirmé par une expérience contradictoire dans la relation thérapeutique, alors bien sûr, je travaille en ce sens. Pour tous les cas de traumatisme de l'attachement, comme pour les autres traumatismes, tant que les expériences traumatiques en mémoire épisodique n'auront pas été rendues explicites et traitées en processing émotionnel, la personne risque fort de rester coincée dans ces schémas. Pour une bonne partie de ses clients, la souffrance originale du trauma est encore implicite. Et là, on parle de ce qui a été ressenti dans le corps au moment du trauma, les significations souffrantes qui ont été perçues, les émotions liées au désespoir et à l'impuissance, etc. Et quand on parle des sensations physiques, on ne parle pas seulement des sensations infligées par une autre personne ou une situation, on parle aussi des sensations provoquées par l'intense détresse vécue pendant et immédiatement après le traumatisme, et bien sûr des états dissociatifs s'ils étaient présents. Ce qu'on veut aller chercher en mémoire, c'est vraiment un contact avec l'expérience personnelle, à la première personne, incarnée dans le corps de la souffrance qui a été vécue. Pour beaucoup de patients qui ont vécu des abus et des souffrances intenses, une grande partie de ce matériel est encore implicite et n'a pas été soumise au processus de désuppression et de processing émotionnel en pleine conscience. C'est vrai même dans les cas où le patient a raconté 100 fois l'histoire de ce qui s'est passé. Ça, c'est un rapport sur les événements d'un point de vue extérieur. C'est ce qu'un observateur aurait pu voir ou entendre s'il avait été présent au moment du traumatisme. Ce n'est pas du processing émotionnel, c'est raconter l'histoire. Bien sûr, quand on revisite la souffrance vécue dans le corps, les émotions, les sensations, les significations, on fait toujours attention de procéder très graduellement pour rester dans une intensité limbique tolérable et thérapeutique pour que le processing soit efficace et que la personne n'ait pas besoin d'éviter son expérience. Alors, par exemple, on peut guider la personne en lui disant quelque chose comme OK, alors à ce moment-là, quand votre père a claqué la porte tellement fort que vous avez senti que votre tête allait exploser et qu'il vous a dit de ne plus jamais remettre en question ce qu'il dit, OK? Vous revisitez des moments comme ceux-là en vous arrêtant très lentement et en pleine conscience sur ce qui s'est vécu de l'intérieur, l'expérience immédiate et intime de cette souffrance spécifique. C'est important de faire ça pour ces patients parce que tant que cette souffrance reste implicite, le patient va continuer à être terrorisé d'être plongé dans cette expérience qu'il évite en la gardant en dehors de la conscience. Personne n'est à l'abri de la trahison, de la violence, de l'abandon ou du rejet. Les patients qui ont ces mémoires implicites ont peur de ces expériences parce que s'ils les revivent sans que ces mémoires épisodiques soient traitées, ils vont effectivement probablement revivre un envahissement de ces émotions émotionnelles, de la souffrance originelle traumatique. La façon dont j'explique ça aux patients, généralement, c'est de leur dire qu'il y a la souffrance qui serait associée, par exemple, à l'expérience de rejet ou d'abandon. Et en extra, par-dessus ça, il y a la réactivation post-traumatique des expériences passées qui ont été extrêmement intenses et tout ça se met à être vécu en même temps. Évidemment que c'est terrifiant d'être plongé dans une expérience comme ça. Alors, c'est important
Pardon. C'est ça que les schémas et apprentissages émotionnels concernés prédisent, que l'individu va être plongé dans sa souffrance d'origine s'il est à nouveau rejeté, trahi, etc., et revivre la même intensité de désespoir, de détresse, d'impuissance, etc., que lorsque la personne avait 5 ans, 8 ans, etc. Voilà ce qui rend cette expérience à laquelle nous sommes tous exposés aussi terrifiante pour ces personnes-là. Alors, quand on accède à la souffrance d'origine, que l'on qu'on l'expose au processing émotionnel en pleine conscience, on évacue la possibilité de revivre cette pire souffrance à nouveau parce que cette partie des apprentissages émotionnels liés au traumatisme se transforme. En plus de ça, quand on travaille en thérapie de la cohérence, on va faciliter un processus de découverte et d'intégration dans lequel on va rendre explicite cette prédiction de son schéma qui anticipe d'être plongé dans la même impuissance et profonde souffrance que la toute première fois quand ils étaient jeunes. D'ailleurs, c'est souvent un commentaire qui revient avec les patients quand on fait ce type de processing, qui se sentent soudainement revenus à un stade développemental beaucoup plus ancien. C'est comme si j'avais 4 ans, c'est comme si j'avais 6 ans. Ce qui est le plus crucial à comprendre pour les thérapeutes, c'est que ces patients vivent leur vie en anticipant que si ce genre d'expérience se répète, ils vont revivre la même souffrance impuissante qu'à 3, 4, 6 ans. Et voilà une partie du schéma qui est possible à infirmer avec une expérience contradictoire, une fois qu'elle devient consciente et explicite. Peut-être que ça n'arrivera pas immédiatement, que ça demandera un peu de processing et de travail, peut-être sur 2 séances, mais une fois que la personne vit une expérience dans laquelle elle habite réellement sa prédiction d'être replongée à 50 ans ou à 25 ans dans la même expérience émotionnelle qu'à 5 ans, quelque chose se passe. Et c'est important de bien juxtaposer avec les différentes connaissances contradictoires qui vont arriver, c'est-à-dire des ressources externes et internes qui sont disponibles maintenant et qui ne l'étaient pas avant et qui font en sorte qu'il est impossible de revivre les choses maintenant comme l'enfant impuissant et extrêmement vulnérable qu'ils étaient les a vécus au départ. La juxtaposition devient alors très explicite et systématique sur tous les points de décalage pour faciliter l'expérience de détection d'erreurs et donc la réécriture. Une façon de guider ce fameux processing, c'est de partir d'une expérience récente dans laquelle la personne s'est sentie activée. Par exemple, elle était confuse, envahie, sans trop savoir pourquoi, ou ça semblait disproportionné par rapport à la situation et de bien décrire cette situation qui a provoqué cette réaction et simplement de les amener à entrer en pleine conscience de leur corps pour noter comment la situation le fait réagir et de commencer à le décrire. Il y a presque toujours quelque chose qui se passe dans le corps et on commence par diriger l'attention à cet endroit. Ça devient alors plus spécifique. On guide l'attention à cet endroit avec l'accord du patient et on l'invite à dire à cette région qui réagit, pour entrer dans une forme de dialogue avec elle, quelque chose comme je te vois, je me rends compte que tu es là et que tu essaies de me dire ou de me montrer quelque chose. Le patient peut le dire à voix haute ou non, c'est au choix. Généralement, c'est un excellent moyen de révéler la prochaine couche de vérité émotionnelle émergente. Quelque chose émerge toujours de ça, que ce soit des mots, une image, un souvenir, n'importe quoi. Peu importe ce qui émerge, on se centre dessus, on le reflète au patient, en empathie envers la cohérence. On peut guider le patient pour qu'il remercie son corps de lui avoir montré ça, cet élément d'information important qui vient d'émerger. Soit le patient va commencer à noter du nouveau matériel émergent et le verbaliser, soit on peut le guider pour qu'il se pose la question afin de clarifier ce qui vient d'émerger, et ainsi de suite. Le processus de découverte et de processing est lancé. L'idée est de cultiver une attitude tendre, compatissante, accueillante envers le matériel émergent pour y rester présent et faciliter son passage de l'implicite à l'explicite. Même sans le souvenir autobiographique de ce qui s'est passé, avec ce processus orienté vers le somatique, on peut très bien rendre explicite tout un modèle problématique de la réalité, couche par couche. Nous n'avons pas besoin de ces mémoires épisodiques pour faire de la thérapie de la cohérence, on le sait bien, seulement le contenu des apprentissages émotionnels qui maintiennent les symptômes. Bien sûr, si la mémoire épisodique est disponible, c'est facilitant et ça permet une intégration plus complète.
Mais l'idée, c'est que ce n'est pas indispensable. Alors, j'espère que ça éclaire les choses pour vous et je vous invite à me poser vos questions si vous en avez. Et sur ce, je vous souhaite une excellente pratique. À la prochaine.